Merci d'être présent, encore une fois. C'est l'avant-dernière conférence de la saison. Alors, je vous présente le programme qui va venir. Alors, la prochaine conférence, qui aura lieu le 13 juin, ça va être une conférence spéciale pour le centenaire de la mort d'Henri Poincaré. Donc, on fait venir 2 personnes des archives Poincaré de Nancy, un historien et un scientifique, et qui vont parler sur scène et nous faire une présentation de l'œuvre, de la vie et de l'œuvre de Poincaré. Vous m'entendez dans le fond? Oui, d'accord. Alors, je vous ai marqué aussi ici les dates pour la prochaine saison. On a pu respecter le 2e mercredi du mois. Je vous rappelle que l'IAP, c'est en principe le 1er mardi du mois, et la SAF, c'est le 2e mercredi du mois. On n'a pas voulu faire ça la même semaine pour vous épargner quand même. Alors, par contre, je peux vous dire, les personnes qui ont donné leur accord, et vous allez voir qu'on a un super programme. Donc, la saison commencera par Roger Maurice Bonnet, que tout le monde connaît, et qui nous parlera du soleil. Ensuite, David Valls-Gabo nous parlera de M31, d'Andromède, vu sous différents aspects. Jean-Pierre Bibring, de l'IAS, nous parlera de Mars et de la mission Mars Express. Ensuite, ça sera Isabelle. Ensuite, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, il faut encore que j'affine les dates. Isabelle Grenier nous parlera des sursauts gamma et du télescope spatial Fermi. Jean-Pierre Le Breton, qui est de retour de Hollande, qui est maintenant basé à Paris, fera le point sur la mission Cassini-Huygens. Jean-Michel Halimi nous parlera de cosmologie, bien entendu, vous savez qu'il travaille pour le LU. Étienne Klein du CEA nous parlera de son sujet favori, le temps, la flèche du temps. Jean-Pierre Luminet de la forme de l'espace. Mathieu Bounel du Muséum national d'histoire naturelle nous parlera de météorites. Et puis, avec un peu de chance, il y aura aussi une surprise, mais je travaille dessus. Voilà. Alors, voilà le calendrier donc des prochaines semaines. Alors, je vous signale qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une exposition à l'Observatoire de Paris, comme il y avait eu l'année dernière le Verrier. Il y a une exposition sur Cassini. C'est le tricentenaire de la mort de Cassini. Et à cette occasion, l'Observatoire de Paris a sorti tout un tas de documents et nous montre aussi les résultats de la sonde Cassini qui est en orbite autour de Titan. Bon, c'est un peu compliqué, il faut réserver par Internet pour les visites, il y a des visites en groupe. Enfin, vous cliquerez sur le site et puis vous verrez, c'est bien expliqué. Les visites pour mai, juin, juillet sont déjà prises. La plupart sont déjà prises. Moi, j'ai réservé pour la SAF, pour ceux que ça intéressera, mais on vous fera un mail le 21 septembre. On verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Vous voyez ce qui se passe. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît? Voilà. La prochaine conférence de nos amis de l'IAP, ça sera le mardi 5 juin, et on parlera des multiples conditions pour l'habitabilité des planètes. Ça sera quelqu'un qui viendra de Suisse et qui nous parlera de ça, donc exoplanètes, etc. Bon, voilà, on va encore un quiz. Voilà. Bon, ça, c'est les adresses où vous pouvez trouver les conférences. Donc, vous savez, vous êtes habitués maintenant. Et la prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà. Alors, donc, ce soir, on a le plaisir de recevoir Daniel Kuhn, qui est astronome ou astrophysicien. C'est astronome ou astrophysicien? Les deux, mon capitaine. Il n'est jamais sorti, je l'ai trouvé sur Internet. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, je me disais aussi, c'est bizarre. L'éditeur avait réfiguré le titre. D'accord. Comme ça, alors...
Bon, Nobody's Perfect. Hein. Il a écrit de nombreux ouvrages et vous savez que c'est l'initiateur de la Nuit des Étoiles. C'est aussi l'organisateur donc de ces conférences de l'IAP que vous connaissez. D'ailleurs, la plupart d'entre vous y participent aussi. Alors, ce soir, il va nous parler d'un sujet controversé, éloigné des sujets habituels d'astrophysique, sur l'astrologie. Je vous signale qu'il a eu la gentillesse de nous donner sa présentation, donc que je mettrai en ligne comme d'habitude avec le compte-rendu. Et notre ami va filmer cette séquence en vidéo, comme à chaque fois maintenant, et là vous avez l'adresse de la dernière présentation vidéo. Vous le trouvez sur mon site. Voilà les derniers livres de Daniel Kuhn. Voilà. Et c'est les mots du ciel et l'astrologie, il en reste quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous les procurer à la fin et il vous les dédicacera. Je lui passe la parole. Bon, merci, on t'applaudit, merci beaucoup. Alors maintenant c'est à moi de charger ma présentation, merci. Vous voyez quelque chose là? Oui. Alors, je ferme. Alors c'est vrai que je reconnais peut-être familière, hein, il y a un passage entre l'Institut d'astrophysique et les conférences de la SAF qui se fait fort bien. Bon, alors, où est ça? Ah voilà, c'est là. Clic. Voilà, donc je vais venir vous parler d'astrologie et que j'ai intitulé L'astrologie est-elle une imposture? D'ailleurs, c'est pas ce qui est écrit sur le diaporama, là. Mais donc, j'ai voulu poser cette question sous cette forme-là. Et on peut voir aussi sous forme d'un dialogue entre astronomie et astrologie. Et alors, à la question, qu'est-ce que je vais vous dire? Je peux déjà vous donner, vous savez, il y a des romans policiers où on commence par donner la réponse. Hein. C'est qui a assassiné? Et puis ensuite, on développe. Ben, vous verrez que ça dépend un peu du point de vue. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'astrologie qui nous interpelle, c'est, surtout aujourd'hui, c'est le caractère pseudo-scientifique de l'astrologie. Beaucoup d'astrologues se revendiquent la scientificité résumée de l'astrologie. Et ça, effectivement, de ce point de vue-là, on peut répondre tout de suite, c'est une imposture. Donc on essaiera d'expliquer, j'essaierai de montrer pourquoi c'est une imposture de le dire sous cette forme-là. Mais pour autant, on peut aussi s'interroger sur la nature de l'astrologie. Finalement, elle existe. Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi est-elle encore aussi importante? Pourquoi la trouve-t-on toujours sur le devant de la scène, dans nos gazettes, dans les journaux, et fréquentée par des gens très divers, de couches sociologiques très très différentes. D'ailleurs, ça nous permet aussi de s'interroger sur nos préjugés vis-à-vis de l'astrologie. Donc pourquoi? Pourquoi et quel versant de l'astrologie faut-il regarder dans ce cas-là? Et dans ce cas-là, est-elle toujours une imposture? Oui, bon, pourquoi? Voilà. Donc c'est un petit peu cette idée-là que je vais essayer de développer ce soir. Alors, c'est un travail de réflexion que j'ai commencé à mener depuis très longtemps. Je rends hommage d'ailleurs à Avery Schatzman, qui a été pendant très longtemps, nous a quitté l'année dernière, qui était très longtemps président de l'Union rationaliste et que j'ai un jour rencontré aux rencontres de Goodlab, une région dans la région Rhône-Alpes où les astronomes se rencontraient et discutaient entre autres lors d'écoles et de conférences. Et j'étais tout jeune étudiant et je me souviens avoir discuté déjà de ce problème. Mais comment ça se fait que, avec tous les avancées de la science, tout ce qu'on sait aujourd'hui, l'astronomie, pourquoi y a-t-il encore des gens pour... On m'a dit oui, c'est vrai, c'est un problème, mais voilà, on s'échine, on travaille, on lutte, on discute, et il faudra s'y mettre, il faudrait que tu écrives quelque chose là-dessus. Ben, il m'avait dit ça dans les années 70-75, j'ai mis du temps avant d'y songer pleinement. Et ensuite, il y a eu ce premier travail que j'avais fait avec un psychiatre, qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle « Peut-on penser l'astrologie ?» On a essayé de confronter nos points de vue, justement, le point de vue scientifique et le point de vue des sciences humaines. Et puis finalement, le BUF, que sais-je, nous avait demandé, alors à Philippe Tarka et moi-même, d'écrire un nouveau que sais-je sur l'astrologie. Pour ceux qui ont un petit peu suivi cette histoire, il y a eu 3 que sais-je sur l'astrologie. Le premier a été écrit par Couder, dans les années 50, un des tout premiers numéros des que sais-je, on doit en être au 4e maintenant, je crois qu'il porte le numéro 200, quelque chose comme ça. Et c'était un livre résolument scientiste.
impossible d'écrire un livre comme ça aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent, mais finalement, ça veut dire qu'il y avait une audience qui était prête à recevoir cela, les autres s'écrasaient un peu. Et on était dans une période relativement prospère pour la pensée scientifique. Il n'y avait pas encore eu ce courant nouveau qui vient nous titiller, qu'on appelle intelligence design, créationnisme scientifique, toute cette remise en cause de la place de la science dans la société. Donc, ça oblige à repenser les choses autrement. Il y a eu d'ailleurs un deuxième que sais-je qui a été écrit cette fois par une astrologue déguisée, parce qu'elle n'avait pas tellement annoncé cette couleur-là, et le comité éditorial de Puche avait été pris un petit peu de garde. Donc ce livre a quand même fonctionné pendant une dizaine d'années. C'était quelqu'un qui était au CNRS, elle était professeur de biologie, elle travaillait à l'université de Dorsey, je crois. Madame Suzelle Fusobrecht, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer. On a ferraillé sur les ondes, en tout cas. Et puis, finalement, à la suite d'une refondation de la collection, on a éliminé cette deuxième version et nous a demandé d'écrire la troisième. Voilà. Alors, je vais vous parler, donc, je fais ça de manière très chapitrée. Hein. Vous parler un petit peu d'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Donc, c'est un travail, ce que je vous présente, c'est une coproduction entre Philippe Larka et moi. Nous avons préparé ceci, et puis on l'adapte un petit peu en fonction de nos personnalités, mais on s'en sert comme outil, ça traduit à peu près ce que vous trouveriez dans le que sais-je qu'on a écrit, destiné à, non pas assommer l'astrologie et les astrologues et la ridiculiser, c'est pas le point, mais simplement essayer de montrer en quoi il y a une différence, en quoi les choses se distinguent. Donc pour ça, il faut déjà se donner quelques éléments pour comprendre comment fonctionne l'astrologie. Et puis ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est le rapport entre l'astrologie et la société. Montrer comment l'astronome, en général, croit finalement se défendre très très bien en posant des arguments scientifiques face à l'astrologie, mais vous verrez que ça fonctionne moyennement bien. Plus intéressant, c'est de voir en quoi, c'est ça le propos, en quoi dès qu'on confronte l'astrologie et la science, et on a évidemment des choses entièrement différentes. La plupart des gens le pensent, sauf qu'aujourd'hui, l'astrologie, encore une fois, a besoin, se revendique souvent comme scientifique. C'est là qu'il y a un postulat. Et voilà. Et puis pourquoi, on peut s'interroger aussi pourquoi, quelle est la nature du succès aujourd'hui de l'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est pas nouveau. Hein. Puis il est vrai qu'il y a des effets. Les corps célestes, quand on dit, les astres influent sur vous, c'est ce que disent les gens. Mais oui, les astres influent sur vous, c'est vrai. Exact. Le soleil, la lune, même, d'une certaine façon, les marées, on sait que les marées existent, la chaleur du soleil, donc c'est évident. Ça dépend des positions de ces astres dans le ciel, donc on voit bien qu'on subit une certaine influence, les marées, évidemment. Donc il y a toutes sortes d'effets qui sont dus aux alignements Soleil-Lune-Terre. En tout cas, ce sont les astres les plus évidents pour lesquels on peut imaginer un rapport. Et puis, il y a tous les autres. Alors, les autres, c'est plus compliqué, parce qu'on les voit, c'est déjà difficile à voir. Pour des gens comme vous et moi aujourd'hui, qui vivons dans les cités, la plupart notre pas ici, parce que nous aimons tous l'astronomie, mais la plupart des gens n'ont jamais vu une planète dans le ciel. La plupart des gens confondent planète et étoile. Mais autrefois, ce n'était pas vrai. Toutes les personnes qui vivaient à la campagne, les paysans, les agriculteurs, savaient très très bien regarder le ciel et le comprendre. Et ils avaient vu que ces positions, Soleil, Lune et toutes les planètes, il y en avait, d'ailleurs, planète signifie astre errant, vous avez bien vu que les planètes se déplaçaient par rapport aux étoiles, eh bien, par rapport au ciel qui était à peu près immuable, donc ils se sont dit, ces astres-là doivent avoir une influence. Ce n'est pas par hasard si on les voit bouger. Parce que le ciel procure un sentiment d'ordre, quelque chose d'immuable, quelque chose d'inchangé, contraste avec ce qui se passe sur Terre. Tout bouge, tout revient à la Terre de manière périssable, pourrissable. Alors que le ciel, au contraire, donne le sentiment d'un bel ordonnancement, de beauté, d'harmonie. Mais il y a ces petits mouvements. Alors, on vit dans des mondes religieux, multithéistes, polythéistes, et l'idée est que ces astres sont les interprètes d'une pensée polythéiste. À chaque astre, chaque
planète, un dieu. Et donc tout le travail va être de comprendre ce que ces astres veulent dire, ce que les planètes, ce que les astres qui sont, ce que les dieux veulent, quels sont les événements qui vont nous influencer, qu'est-ce qui sont préparés pour nous, est-ce qu'on va pouvoir, au contraire, contrecarrer éventuellement ces destinées. Alors, l'idée c'était de positionner précisément ces luminaires, c'est le Soleil et la Lune, et les planètes, donc dans un zodiaque, puisque le système solaire, dans le système solaire, la plupart des planètes tournent dans un plan de manière assez précise, par rapport à un astre ici situé, un observateur situé sur la Terre, et bien toutes les planètes semblent se promener sur la sphère céleste autour d'une bande relativement étroite. Et très rapidement, eh bien, les anciens, les Mésopotamiens, ont divisé cette bande, 360 degrés de ciel, en 12 signes, divisé le secteur de 30 degrés, 12 fois 30, ça fait 360, et ils ont donné à ces signes le nom des constellations sur lesquelles les déplacements du Soleil et des planètes se projettent. Voilà. Bien sûr, il fallait D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque la Terre se tourne autour. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez bien. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, le Soleil semble se projette devant un groupement d'étoiles artificielles ici. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que la Terre se déplace, eh bien, on a l'impression, on a le sentiment que le Soleil se trouve devant d'autres constellations, et ainsi de suite, au cours de l'année. Donc, voilà, ça c'est l'idée simple. L'origine se situe à l'équinoxe de printemps, qu'on appelle le point vernal. Je ne l'ai pas mis ici. Alors, une autre façon de faire cela, c'est de représenter sur un plan, c'est-à-dire on place la Terre au milieu, on imagine l'ensemble du ciel, les 360 degrés, et à toute époque de l'année, le Soleil se trouve devant une de ces constellations, donc, qui sont ainsi nommées Cancer, Balance, Vierge, Lion, etc. Donc ça, c'est l'outil de l'astrologue. Alors, en un instant donné, la position des luminaires peuvent être tout à fait calculées, très très propres, et on peut faire une représentation graphique. Alors voilà à peu près l'outil de l'astrologue. Il suppose qu'ici, vous avez vous et moi, nous sommes le patient, le natif, comme ils disent très bien. Vous avez ici la représentation du zodiaque, les signes du zodiaque, le Cancer, et on place la position, à un moment donné dans le ciel, la position des planètes, puisqu'ils se trouvent à peu près sur ce cercle hypothétique qui fait 360 degrés. Donc ici vous avez la Lune, là vous avez... alors là vous avez l'ascendant, c'est-à-dire ici vous coupez ce cercle en deux. Là vous avez toute la partie qui est visible au-dessus de nous, et ici toute la partie qui est visible sous nous. 360 degrés, donc 180 au-dessus, 180 au-dessous. Donc là c'est l'ascendant, c'est-à-dire que les constellations, les astres se lèvent de ce côté-là, et disparaissent de ce côté-là. Là, c'est le descendant, et là, c'est l'ascendant. Sur ce schéma-là, ici, vous avez... là, c'est Vénus, je crois. Là, c'est... Non, c'est pas ça. Mauvais astrologue, oui. Je suis oublié, mais si. Merci. Ah, ben voilà. Bon, non, mais je cherchais les planètes. Voilà, elles sont là. Donc, vous avez Mars quelque part. Mars. En bas à droite. Ah oui, je trouve. Voilà. Mars est ici, donc voilà. Donc on positionne non seulement la position des constellations au moment de la naissance du natif, mais aussi la position de la Lune, du Soleil on sait, et des planètes. Voilà, donc ça c'est l'outil très important, et ce qu'on l'appelle horoscope. Horoscope, qui veut dire examiner l'heure. On examine l'heure, horos, scopé, scopein, veut dire examiner. Donc c'est l'examen de l'état du ciel au moment même où quelqu'un naît, en un lieu donné, en un temps donné. C'est l'outil de base de l'astrologie.
Alors, donc, il y a plusieurs ingrédients pour fabriquer ce qu'on appelle un horoscope. Il y a ce qu'on appelle le signe solaire, donc c'est le soleil à un moment donné de la naissance, d'accord. Il y a l'ascendant. Alors l'ascendant, ça va discriminer tous ceux qui sont nés sous un signe solaire donné. Par exemple, signe solaire, ça peut être le cancer. Tous ceux qui naissent au mois de juillet, ils sont censés être du cancer, mais au moment de leur naissance, la constellation qui se levait à ce moment-là n'était pas forcément la constellation du cancer, ça dépend de l'heure à laquelle ils sont nés. Et donc, cet ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon est, bien sûr, puisque les astres se lèvent à l'est. Le descendant, c'est l'opposé. Le milieu du ciel, c'est ce qui se trouve au zénith. Hein. Et ce qui va être extrêmement important, ça va être également donc, la position de toutes ces planètes qui sont dans des signes et qui font un angle plus ou moins important, plus ou moins magique. Ça, le nombre est quelque chose de très intéressant en astrologie. Ça, c'est l'héritage rationnel des Grecs. Hein. Les Grecs ont introduit le nombre, le 1, le 2, le 4, les 4 signes eau, air, feu et terre, le 1 et 2, la polarité, c'est masculin, féminin. Voilà. Et vous avez aussi que le ternaire, c'est des groupements par 3. Donc cette rationalité, ça vient des pythagoriciens qui ont ajouté cette rationalité à la mythologie venue, elle, de Mésopotamie et introduite en Grèce après les conquêtes d'Alexandre. Donc tout cela donne quelque chose d'assez particulier, d'assez hybride, mélange de religion astrale et de rationalité. Et ensuite commence l'interprétation. Alors comment on fait l'interprétation? Il suffit d'associer à tous ces outils quelque chose d'ordre subjectif. Vous voyez, c'est là que le subjectif s'introduit. Vous avez d'abord l'objectif. Objectivement, on regarde où sont les étoiles, les planètes, on regarde où sont les constellations, mais là où le subjectif est introduit, c'est la manière dont on interprète, évidemment, tous ces signes objectifs. Alors, à Mars, à Vénus, on associe l'amour, à Saturne, on associe la mélancolie, la pensée, la gravité, au Soleil, c'est la brillance d'énergie, même chose pour le Bélier, etc. Vous avez à peu près tout ce qui caractérise la psychologie humaine, qui se retrouve en condensé ou en dispersé à travers tous ces signes. Voilà. Et donc, l'interprétation de l'horoscope est la partie subjective qui caractérise donc cette pratique astrologique. Voilà. Et c'est bien entendu à ce moment-là que non seulement l'astrologie et l'astronomie divorcent, mais aussi la science, le caractère scientifique et le caractère non scientifique de l'astrologie, donc se séparent. Voilà. Alors, d'autant plus qu'il y a de nombreuses écoles astrologiques, ésotériques, et certaines sont dites très ésotériques, d'autres sont dites rationnelles, parce qu'on peut imaginer une certaine rationalité dans la manière de travailler. Ça s'appelle l'astrologie conditionnaliste, par exemple. Et en particulier, les astrologies dites rationnelles présupposent qu'il y a réellement une influence réelle, matérielle. On n'est plus dans un registre symbolique, divin, religieux, superstitieux, mais on présuppose qu'il y a quelque chose. Et l'argument d'ailleurs des astrologues à ce moment-là, c'est de dire nous sommes plus en avance que vous. Tu dis qu'il faut que j'approche vous? Oui. Nous sommes plus en avance que vous. Vous verrez, vos travaux finalement confirmeront tout ce que nous disons depuis des siècles. Vous n'avez pas encore trouvé la nature de cette influence spéciale. J'ai rencontré des gens, et puis on le trouve dans des équipes, évidemment. Voilà. Mais il y a aussi des astrologues qui se passent de tout ça, qui n'ont même pas besoin d'imaginer ou même de regarder le ciel. Donc quelque part, ils fonctionnent sur une grille, qui est vraiment une grille d'interprétation, à l'aide d'éléments symboliques. Ils forment un langage, ils forment une connaissance de l'humain, dans la mesure où tout ce qu'ils disent ressort essentiellement du subjectif et non pas du tout de l'objectif. Voilà. Alors, le problème de l'astrologie scientifique, évidemment, c'est que cela permet une exploitation commerciale de l'astrologie, dans la mesure où on
puisque cette pratique devient objectif, on peut utiliser des ordinateurs, on peut même le faire à distance, on n'a plus besoin de relations subjectives entre l'astrologue et le patient, le consultant. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'astrologues ont besoin de revendiquer cet aspect. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle l'astroflash il y a une trentaine d'années. Ça a été une révolution parce que les gens pouvaient, avec une pièce de monnaie, obtenir. Il y avait un petit ordinateur qui était intégré dans la borne, et pouvaient obtenir leur horoscope à partir du moment où ils avaient donné 2-3 éléments. Donc c'était une façon de rendre objectif quelque chose qui ne l'est absolument pas. Ça permettait évidemment d'arriver à une exploitation commerciale de la chose. Et évidemment, la reconnaissance académique serait très souhaitée par cette frange d'astrologues qui, évidemment, leur permettrait des financements, de venir sévir à la Sorbonne. Et c'est d'ailleurs pas par hasard si Elisabeth Tessier a fait tant d'œuvrer pour que sa thèse, qui était une thèse de sociologie, et non pas d'astrologie, c'était une thèse de sociologie sur l'astronomie, a finalement complètement dévoyé et dévié son propos pour en faire une plaidoirie de l'astrologie, en revendiquant que l'astrologie puisse être enseignée comme c'était le cas à l'époque de Colbert à la Sorbonne. C'est grave. Alors évidemment, à ce stade, vous avez vu, donc c'est une vraie pratique qui demande des calculs, bon, pas des calculs très compliqués, mais il faut mieux technique. Il y a un savoir, un corpus de connaissances, une tradition qui remonte au fond des temps. Est-ce que cela permet de parler de science? Alors, c'est vrai que l'astrologie avait disparu et réapparaît, en France en tout cas, dans les années 30, n'avait pas complètement disparu dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières en Angleterre comme il y a eu en France. En France, ça a été véritablement le cas. Ça a été la fameuse affaire des poisons, sous Louis XIV, où l'astrologie a été mise vraiment en premier plan. La voisin empoisonneuse était aussi astrologue, et le roi a donc beaucoup craint pour sa sécurité. Il y avait des messes noires, il y avait un monde vraiment très, très complexe et très malsain. Et donc Colbert a fait arrêter tous ces gens-là, mettre en prison, torturer, et l'astrologie évidemment a suivi, et le collège d'astrologie a été fermé. Mais quand on ferme et quand on arrête, quand on interdit, c'est pourtant la demande n'est pas forcément, ne disparaît pas pour autant. Donc l'astrologie a continué avec les moyens qu'elle avait, d'une manière souterraine, et est devenue tout à fait incontrôlable. Ce n'a pas été le cas en Angleterre. Les Anglais s'accommodent beaucoup plus de ce genre de comportement excentrique et individualiste. Alors, ce qui fait que, en France, en tout cas, c'est dans les années 30 qu'on revoit l'astrologie qui réapparaît, et elle réapparaît surtout récemment, lorsque Madame Soleil s'était exprimée sur, je crois que c'est Europe, ou RTL, sachant que Madame Soleil s'appelait véritablement Madame Soleil, ce qui n'est pas un pseudo, c'était vraiment son nom. Et les enquêtes aujourd'hui montrent qu'il y a quand même à peu près 40% des gens qui croient encore à la caractérologie astrologique, et quand même 20%, entre 25 et 30% croient, de certaine façon. Alors, croire, ça veut dire, il y a des nuances, ce sont des chiffres comme ça, qui donnent quand même un paysage un peu pas approximatif. Croire aux prédictions, à peu près une dizaine de pourcents ont consulté au moins une fois un astrologue dans leur vie, et ce sont des pourcentages qui varient quand même assez peu, qui sont peut-être d'ailleurs un petit peu en augmentation, je sais pas. Mais évidemment, il y a une vision qui change, parce qu'on vit aussi dans un milieu qui est quand même, dans un monde qui est quand même configuré par la science et la technologie. Donc voilà, il faut bien que tout ça fasse son chemin ensemble. Alors, en général, le public aujourd'hui, la manière dont l'astrologie est vendue, c'est que, bien sûr, on ne va pas dire, on ne va pas faire des prédictions pour demain, parce qu'on sait bien que quand on regarde, ça ne fonctionne pas vraiment, mais ça permet de libérer une potentialité. En gros, vous êtes configuré à la naissance par des influx célestes,
mais ça vous donne la possibilité de. Ça ne vous empêche pas soit de les exploiter, soit de les contrecarrer, soit au contraire, voilà. Donc il faut libérer ces potentialités. Voilà. Donc, travail dans le domaine de l'affectif. Mais le problème, c'est que pendant les consultations, eh bien, le client se trouve très souvent en posture d'attente croyante. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, d'ailleurs, lorsque dans le premier ouvrage auquel je faisais allusion, pendant 1h30 d'entretien avec une astrologue, qui on avait discuté pendant plusieurs mois sur différents sujets, ben, je me suis aperçu que très très vite, on a tendance à donner quelques informations. On dit oui, on dit non, d'accord. On est étonné parce que la personne vous dit quelque chose qui semble correspondre à ce que vous êtes, vous croyez être. Et donc c'est comme ça que l'échange se construit et on a tendance à oublier tout ce qui ne correspond pas. Et on ne retient que ce qui correspond à peu près à l'idée que vous faites de vous-même. Donc, on néglige ce qui ne correspond pas à nos attentes et au contraire, on n'attend que ça. Quand on nous dit quelque chose du genre, vous allez voir, demain ça va être merveilleux, mais si, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans une situation de arbitre. Et par conséquent, on a une position extrêmement enfermante qui confine évidemment à la manipulation psychologique. Voilà. Alors, c'est même vrai pour beaucoup de gens. Il ne faut pas croire que ça ne touche que des gens naïfs. C'est vrai de gens qui ont quand même une certaine culture, une certaine, qui ont des responsabilités importantes. C'est vrai des politiques, c'est vrai de Mitterrand, c'est vrai de Reagan, qui a choisi très précisément le moment où il devenait président des États-Unis. Ça s'est fait à midi, parce que midi, ça correspond à quelque chose pour lui, le zénith, etc. Donc tous ces gens-là, Catherine de Médicis, Nixon, Ascendant, tous ces gens ont leur astrologue, que 14 avait leur astrologue, mais ça c'est contemporain et ça continue à être vrai. Voilà, alors on peut se poser évidemment de nombreuses questions. Pourquoi ces gens-là ont ce besoin? Alors on pourrait penser que ce sont des imbéciles. C'est des gens pas très, voilà, donc très bien sûr. Alors c'est une position surplombante. Hein, après tout, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dans l'existence. Être intelligent s'avère souvent utile, mais il n'est pas nécessaire non plus de l'être tout le temps. Et il y a des tas de situations dans la vie courante où être bon suffit amplement. Alors, on peut se dire ça, hein, mais c'est un peu court, c'est vraiment un peu court. Et quand on fait, je vous dis, quand on regarde un petit peu plus près ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que la croyance astrologique n'est pas le privilège de ceux qui ont ou qui n'ont pas accès à l'instruction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gens intelligents qui ont accès à l'instruction, mais on pourrait croire quand même que les gens qui ont de l'information, ce sont des gens qui devraient... Voilà. Eh bien, en fait, on s'aperçoit, ici, je ne sais pas si vous lisez très bien ce qui est écrit, je pourrais vous le montrer d'une autre façon tout à l'heure. Là, c'est le paranormal, la croyance au paranormal de ce côté-là, la croyance à l'astrologie de ce côté-là. Là, c'est des gens qui ne croient pas en l'astrologie, là, c'est des gens qui croient vraiment en l'astrologie. Bon, il y a plus de femmes que d'hommes qui croient en l'astrologie, il y a à peu près... c'est relatif, hein, le pourcentage parmi les sexes, vous avez plus de femmes que d'hommes en général, et là, ce sont les âges. Plus de 65 ans, moins que les 18-20 ans, vous voyez, c'est un peu dispersé, parce que là, on retrouve les 60, 64, 38, 45, donc en gros, quand même, les âgés sont là, les moins âgés sont ici, les hommes sont plutôt plus bas que les femmes, et même chose pour le paranormal. Maintenant, en ce qui concerne les professions, là, c'est surprenant également, vous avez les professeurs ici, vous avez les techniciens là, je ne sais plus ce que c'est, les techniciens, les enseignants à l'école, les étudiants. Oui, donc c'est quelque chose des gens qui font je ne sais plus ce que c'est ça. Les managers, les dirigeants, plutôt jeunes. Ici, c'est le niveau. Alors là, c'est toujours encore paranormal et astrologie. Là, ici, par exemple, vous avez les gens qui sont les enfants, bon, enfin les gens très jeunes, les études secondaires. Des gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques, des gens qui ont fait des études scientifiques, en général, ont tendance à croire un peu moins. Mais vous voyez quand même que
c'est pas extrêmement clair, il n'y a pas de corrélation évidente entre le degré d'instruction et le fait de croire ou de ne pas croire à l'astrologie. Alors, Theodor Adorno, sociologue autrichien, pensait que l'astrologie, la croyance en l'astrologie était caractérisée par ce qu'il appelle la semi-érudition. Bon, ça c'est ses conclusions, c'est que quelqu'un qui est semi-érudit, il en sait suffisamment, mais pas complètement. Donc il y a un moment, il a besoin d'un raccourci, d'aller trop vite, de vouloir interpréter à tout prix quelque chose, parce qu'il est en demande de vérité, demande de solution, demande de Big Bang avec son incertitude, ça va pas, on veut savoir vraiment à tout prix, mais il a suffisamment de connaissances pour pouvoir discuter, mais pas assez pour pouvoir aller plus haut. Ça, c'est toujours un peu le problème. Et donc, il emprunte des raccourcis non scientifiques pour obtenir quelques réponses, en particulier concernant le futur ou le destin. Voilà. Alors, et bien sûr, on peut se demander pourquoi la plupart des scientifiques, alors souvent les scientifiques chercheurs en sciences sociales et aussi les scientifiques en sciences dures, restent tous opposés, je ne connais pas, par la personne que j'ai citée tout à l'heure, qui a écrit ce livre sur l'astrologie, que sais-je. En général, les scientifiques sont plutôt opposés. Alors maintenant, bon, ça c'est une façon de brosser un petit peu le panorama social. Maintenant, que peut-on dire des rapports entre l'astrologie et l'astronomie? Est-ce que nous, étant astronomes ou astronomes amateurs ou passionnés d'astronomie, est-ce qu'on est mieux armés que les autres? On a des arguments. Alors, je vais peut-être vous décevoir. Alors d'abord, on sait qu'il y a une histoire commune, très très commune et très ancienne, ne serait-ce que par l'étymologie, puisque astronomie c'est écriture des cieux et astrologie c'est l'étude des cieux. Au départ, les astrologues étaient ceux qui étudiaient les cieux, alors que les astronomes l'écrivaient. Et ça reste, disons, une aventure commune jusqu'à Galilée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Renaissance, 16e, 17e siècle. Et on a par exemple Tycho Brahe, c'est d'ailleurs un des arguments que les astrologues utilisent beaucoup. Regardez, vos propres scientifiques, ils utilisaient la position des astres parce qu'ils avaient effectivement l'idée d'améliorer les prédictions astrologiques. Certes, on peut dire ça. On peut dire ça parce qu'on était encore dans une forme de pensée, dans une société qui était évidemment une société religieuse et qui était une société où la religion monothéiste qui était la nôtre en Occident s'accommodait quand même de l'existence de l'astrologie, mais ça n'a pas été sans conflit. Le christianisme et l'astrologie ont eu des rapports très très conflictuels. Néanmoins, il y avait cette possibilité pour l'Église d'estimer que finalement c'était une façon aussi de montrer l'œuvre de Dieu en train de se faire, donc on tolérait les astrologues. Alors, Kepler, lui aussi, vendait des horoscopes. Entre nous, sans conviction. On le sent bien, sa façon de le dire, et on sent même qu'il a eu, déjà, il a été obligé même de défendre sa mère, qui avait été condamnée à un procès de sorcellerie, et il a été obligé de la défendre. Donc il avait quand même des difficultés, il fallait qu'il vive, et c'est vrai que quelqu'un qui a utilisé, qui a eu recours à des horoscopes qu'il vendait. Alors, par contre, tout change à partir du moment où on utilise l'instrument. C'est important, vous savez qu'on a fêté en 2009 l'année mondiale de l'astronomie, peut-être pas par hasard, c'est parce que c'était 400 ans après l'invention de la lunette et l'utilisation surtout de la lunette par Galilée. Et donc c'est à ce moment-là que les méthodes scientifiques commencent à s'imposer et qu'elle va s'opérer une séparation très forte entre le sujet et l'objet. J'en ai déjà parlé. Le sujet, c'est vous ou moi, c'est le subjectif, et l'objet, c'est la chose que la science se propose d'étudier. Alors c'est une liberté donnée à l'homme qui est de dire les choses ne sont pas préécrites, elles ne sont pas écrites dans les textes sacrés. Moi, homme, je suis capable, femme, je suis capable, avec mes sens, mon intelligence, de comprendre ce monde qui est face à moi. Donc c'est
C'est un acte de liberté, un acte d'indépendance, mais effectivement qui oblige de faire un pas de côté, un pas en arrière, et de regarder le monde tel qu'il est en tant qu'objet. Séparation sujet et objet est extrêmement important et prend place au tournant du XVIIe siècle. Et en particulier, cette espèce de principe de correspondance commence à être mis en marche, l'idée selon laquelle tout ce qui est en haut gouverne ce qui est en bas, que le microcosme est gouverné par le macrocosme. Il y a une relation entre microcosme et macrocosme que l'on retrouve encore dans les textes aujourd'hui. Si vous lisez les livres de Paul Coelho, par exemple, on retrouve des choses comme ça. L'ensemble du monde se retrouve dans ce grain de sable, quelque chose que l'on lit encore aujourd'hui. Un retour à cette forme de pensée. Mais c'est au XVIIe siècle, on peut dire que les choses se séparent nettement. Alors, et Isaac Newton, bien sûr, par ses lois, il va ajouter quelque chose un peu à son corps défendant, parce que c'est quelqu'un de une pensée métaphysique très très forte, mais ces lois nous donnent la possibilité d'avoir un cosmos potentiellement infini dans l'espace. Puisque la Terre tourne autour du Soleil, et pour autant, les astres ne semblent pas changer de forme par rapport aux autres, donc ça veut dire qu'ils sont très très loin, et du coup, on peut anticiper, il faudra du temps, mais on peut anticiper le cosmos infini. Et de ce point de vue-là, on n'est plus enserré dans cette espèce de monde géocentrique qui était le fondement même de la pensée astrologique. Et c'est à cette époque, donc, comme je disais, que l'astrologie est chassée. Voilà. Alors, on pourrait croire comme ça que l'astrologie et l'astronomie sont à peu près, toutes les deux, sont intéressées par le ciel, puisque l'horoscope donne une carte objective, donc on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, hein, à ceci près que l'existence des influences n'ont jamais été prouvées, personne ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, je pense qu'on ne le fera jamais. Hein. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a une confusion qui n'a pas été prise pour un astrologue. On ne s'est jamais dit, monsieur l'astrologue, ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc il y a une confusion qui existe encore hein, dans le public entre les deux disciplines. Hein. Astrologue, astronome, bon, ils disent les deux en souriant. On sous-entend que c'est pas si grave, que voilà. Eh bien non. Alors il y a une très grosse opposition. Alors les oppositions, je vais vous donner à peu près les règles, les oppositions, enfin, les arguments que les astronomes donnent en général. Alors, d'abord les constellations, c'est des structures à 3 dimensions dans l'espace. D'abord il y a un espace, quelque chose que les anciens imaginaient mal. Ils imaginaient plutôt un fond. Une sorte de toile de fond, ils n'imaginaient pas la profondeur. Même, il y a des représentations du ciel où le firmament, c'est quelque chose de plus ou moins solide, une voûte percée de trous, avec le feu derrière, le feu de la création, et à travers ces trous, on voyait briller les étoiles. Les étoiles, c'était ces petits interstices permettant de voir le feu de la création. Donc, il n'y a pas cette perception de la 3e dimension. Donc, ça ne gênait pas. Et en fait, on sait aujourd'hui que ce ne sont que des illusions de voilà. Il n'y a pas de réalité dans les constellations, ce sont des formes inventées. Bon. Là, par exemple, vous avez Ophiuchus. Alors, le deuxième point, pardon, c'est que les constellations ont des étendues très diverses. Ces fameuses constellations qui donnent naissance aux signes dont on parle, vous avez qui sont très étroites, Cancer, d'autres qui sont extrêmement larges. Ce n'est pas du tout les 30 degrés, imagine. Voilà. Donc quelque chose d'assez arbitraire. Et puis en plus, il y a 13 constellations. Si on veut vraiment être correct, il n'y a pas 12 constellations, il y en a 13. Pourquoi une a disparu? Elle a disparu parce qu'il fallait qu'elle disparaisse. Parce qu'il fallait un système, c'est un système qui a été fabriqué, fonctionnait en fonction de critères qui étaient basés sur la symétrie, l'harmonie des nombres. Ce sont surtout les Grecs d'ailleurs, qui ont formalisé cette représentation de l'astrologie. Vraiment, on doit à la pensée pythagoricienne cette formalisation 30 degrés. C'est incroyable comme l'irruption du nombre, la magie du nombre et la beauté, l'élégance de cet univers numérique apparaît dans l'astrologie telle qu'elle nous vient de l'héritage grec. Donc il y en a une qui disparaît, c'est Ophiuchus, au profit des 12 autres. Alors, il y a un autre problème que vous connaissez bien,
je pense la plupart d'entre vous, c'est ce que l'on appelle la précession des équinoxes, qui est le simple fait que l'axe de la Terre tourne comme ça, mais c'est une toupie. Donc son axe nord-sud tourne lentement. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près ici. L'axe nord-sud pointe vers une étoile, l'étoile polaire, mais dans 26 000 ans, dans 13 000 ans à peu près, eh bien, ce sera vers Vega. L'étoile polaire sera l'étoile Vega, qui est pour l'instant à peu près au zénith en été. Ce sera cette étoile-là, donc c'est vraiment un mouvement très important. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes, le Soleil ne sera plus vu devant les mêmes constellations aujourd'hui, au mois de mars, au mois de juillet, au mois de... Ça s'appelle la précession des équinoxes. Lentement, vous avez des constellations sortent des signes, il y a des boîtes dans lesquelles ils ont été affectés au moment où tout cela a été nommé. Voilà. Un décalage constant entre signes et constellations. C'est-à-dire que le point vernage, le fameux point origine, voilà, qui est ici, qui était à peu près au signe du Bélier, hein, eh bien, peu à peu, il va rentrer maintenant, ça fait quand même à peu près 4 à 6 000 ans, eh bien, ça va être aujourd'hui, ça rentre dans la constellation des... C'est maintenant dans la constellation du Poisson, et ça va bientôt rentrer dans la constellation du Verseau. C'est pour ça que certaines sectes parlent de la constellation du Verseau. Nous allons rentrer dans le Verseau. Voilà. Il y a d'autres arguments. Hein. Les astrologues disent « Ah, mais les astronomes disent, regardez, on ne peut pas faire l'horoscope quand on est au-delà des cercles polaires parce que il n'y a plus de cycle diurne, on ne peut pas définir ce qu'on appelle les maisons. » Et puis, il y a aussi le fait que, l'autre argument, c'est que, bon, dans la mesure où ces luminaires ne bougent pas beaucoup, eh bien, beaucoup de gens partagent le même horoscope, et on sait que les dessins de chacun varient énormément d'une personne à l'autre. Voilà ce genre d'argument. Et puis, il y a aussi un autre argument qui est intéressant, qui est de dire, celui-là est intéressant, je trouve. Il considère bien, toute cette symbolique, c'est l'astrologie de l'hémisphère nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'hémisphère sud? Ça ne convient pas. Par exemple, le lion. Le lion, c'est au mois d'août. Et c'est vrai que le signe, les passions du lion correspondent très bien à cette partie de la saison où le soleil se retrouve en été dans l'hémisphère nord. Mais c'est tout à fait l'inverse à ce moment-là dans l'hémisphère sud. Voilà. Un exemple pour le lion. Voilà. Alors les astrologues répondent finalement très bien à tous ces arguments. Donc ce ne sont pas des critiques fondamentales, à mon sens. Les premiers arguments, bon, c'est le fait que c'est divisé en 12 plutôt qu'en 13, etc. Bon, ils se disent, de toute façon, ce ne sont que des repères. On a fait 12 signes parce que c'est comme ça, que voilà, c'est plus commode, c'est plus harmonique. Enfin, ils ont des arguments qui sont assez permettent de... C'est pas un argument, ça. Non, c'est pas un argument, mais ça ne les gêne pas. Le fait que ce soit des constellations d'optique, ça ne les gêne pas du tout. Ils disent, après tout, c'est quand même pour nous important d'imaginer qu'il y a là un signe qui, pour nous, symbolise quelque chose qui correspond à la position du soleil à ce moment-là. Le lion, c'est l'été. Verseau, c'est le période où il pleut. Alors que ce soit, que ces étoiles ne ressemblent pas. On va affecter ce signe-là. C'est arbitraire. Voilà. Et d'ailleurs, il est vrai que les constellations en question ressemblent assez peu aux êtres imaginaires qu'ils sont censés représenter. Donc, ce ne sont pas des arguments qui sont extrêmement forts. Des arguments quand même qui nous gênent, nous. Mais le fait, donc, c'est pareil pour les étendues variables, c'est pareil pour le fait d'en avoir 12 plutôt que 13, et même la précision des équinoxes ne les gêne qu'à moitié, dans la mesure où ils le savaient eux-mêmes. C'est vrai que c'est Parc lui-même qui était astrologue qui l'a découvert, et ils s'en accommodent fortement en disant, ce qui nous importe, c'est que nous sommes, nous, terriens, soumis à la rotation apparente du Soleil autour de nous, mais c'est ça qui compte, c'est le zodiaque tropique. Donc, ce sont les signes qui importent. Le fait que la constellation du Lion ait disparu, ne soit plus dans son signe original, ne gêne pas les astrologues. Alors ça, c'est très vrai en Occident. Par contre, en Orient, ils tirent profit au contraire de ce mouvement, en disant il y aura bien un jour où finalement la constellation du Lion va revenir à sa place. Ça prendra du temps, mais ça va le faire. Et là, ça ne les gêne pas, parce que la philosophie orientale est une
cyclique. Donc c'est une autre astrologie, une astrologie dite sidérale, qui s'oppose à l'astrologie occidentale dite astrologie tropicaliste. Donc vous voyez, on a toujours des moyens, bon, remarquez, les théoriciens font la même chose, hein, on a toujours les moyens de sauver les apparences. Et puis c'est la même chose pour l'hémisphère nord, les troubles pas outre mesure. Et enfin, quand on leur dit, mais vous allez avoir des choses tous les cancers vont être absolument identiques, ils disent non, c'est pas vrai, parce que dans la mesure où il y a tous ces astres qui sont présents à des heures différentes, eh bien, ça vous fait des centaines de configurations différentes par jour, en fonction de l'heure et du lieu, et donc ça va vous permettre d'obtenir des horoscopes très différents, et des destins très différents d'une personne à l'autre. Voilà. Alors, vous savez que toutes ces critiques, les critiques des astronomes sont relativement faibles. En fait, en plus, quand on débat avec le public des croyants en astrologie, ça leur apparaît assez faible, ça leur apparaît être des arguments de spécialistes. Ça a extrêmement peu d'impact sur le public. Voilà. Alors, il y a quelques objections qu'on a recensées qui sont plus intéressantes mais assez méconnues. Hein, l'idée que certaines planètes n'étaient pas connues, et pourtant les astrologues continuaient à travailler. On travaillait déjà, alors qu'on ne connaissait pas Uranus ni Pluton. Mais là encore, certains astrologues diront, après tout, les astronomes ont travaillé, même avec des données qu'ils avaient à un moment donné, ça leur a permis de commencer à comprendre l'univers, donc ce n'est pas non plus un argument extrêmement majeur. Certaines planètes disparaissent. Hein. Pluton, par exemple, a disparu complètement, n'est même plus considéré comme étant une planète. D'autant plus qu'il y a d'autres planètes qui sont aussi importantes que Pluton, qu'il faudra introduire, comme les fameux 7 nains, Quasar, Kawa, Zena, etc. Vous avez toute une nouvelle famille de planètes naines qui ont été découvertes. Et puis, il y a aussi toutes les astéroïdes, il y a les comètes, il y a énormément d'astres du système solaire qui sont parfois extrêmement importants, ont une influence importante, et pourquoi d'ailleurs ne pas considérer même ce qui n'est pas vu, c'est pas parce que ce n'est pas observé et n'existe pas du point de vue de nos sens que ça n'a pas d'importance. Alors, et puis il y a des incohérences, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'incohérence du Verseau, puisque les astrologues occidentaux parlent de l'ère du Verseau, nous entrons dans l'ère du Verseau, mais là l'ère du Verseau, c'est les bulles signes, c'est bien la constellation dont il s'agit. Donc à la fois ils abandonnent les constellations en gardant les signes pour oublier la précession des équinoxes, et tout d'un coup ils réintroduisent les constellations, quand il le faut, pour parler de l'ère du Verseau, qui est tout à fait incohérent. Voilà. Il y a même des ouvrages de l'ère du Verseau. Et bon, ils ne sont pas une incohérence près. Et l'astrologie orientale, comme je vous dis, se réfère, elle, au zodiaque des constellations et est à l'abri de cette incohérence. Alors, je vous avais, dans notre ouvrage, on parle de cette distinction majeure entre l'astrologie et l'astronomie sur la manière de traiter de l'objet. Si vous prenez la planète Mars, nous sommes observateurs, nous voyons qu'elle est rouge, et on va faire ce type de relation. Couleur rouge implique qu'il y a certainement du fer. S'il y a du fer oxydé de surcroît, on peut supposer l'existence de l'eau, et s'il y a eau, peut-être qu'il y a eu de la vie. Donc, par une série d'enchaînements qui font appel à des relations causales, de cause à effet, on va de la couleur à la vie. Par contre, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle fait? Il part du même constat, Mars rouge, et rouge c'est symboliquement la couleur du sang, de la guerre, et donc on arrive à la mort, au moins quelque chose qui est plutôt inquiétant, pas forcément la mort. Donc vous voyez que le type de relation est complètement différent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on peut, vous le voir, on sait que symboliquement, le rouge peut avoir un effet
sur les esprits et que ça peut impliquer le sang et la mort. Pourquoi pas? Ça existe. C'est quelque chose qui nous traverse dans nos pensées, dans nos imaginaires. Mais le relier à Mars, c'est non plus problématique s'il s'agit de prouver une relation réelle, une relation objective. Surtout lorsque l'on sait aujourd'hui qu'on est allé là-bas et qu'il n'y a pas de sang et qu'il y a voilà. La différence aussi, c'est que les astronomes sont prêts à abandonner cette idée-là. La différence qui fait la science, que ne fait pas l'astrologie, c'est que lorsque l'on bâtit une série d'hypothèses, eh bien on essaye de prouver par l'expérience que ces hypothèses sont valides. C'est-à-dire qu'on va envoyer une sonde, et la sonde va creuser, on va voir si la vie existe ou pas. Et on est prêt à abandonner cette théorie et en trouver une autre, pour mettre une autre à la place. Donc, la différence est là, c'est que l'astrologie, la science fonctionne sur deux jambes, théorie et expérience. C'est ça l'essentiel, essentiellement la différence. Voilà. D'où ce hiatus. Alors, l'astrologie, donc ça me conduit à montrer, donc, essayer de voir en quoi la science se distingue vraiment de l'astrologie. Alors, on pourrait effectivement poser la question scientifique. Est-ce qu'il y a des influences célestes? Existent-elles? Pourquoi? C'est pas une question, c'est pas religieux, c'est pas métaphysique, c'est pas un postulat ridicule. On peut poser la question. Non seulement on peut poser la question, mais on a vu que les objections astronomiques sont pas suffisantes. Parce qu'il y a peut-être quand même quelque chose et il faut peut-être regarder un peu près. Alors, on peut se poser la question de la nature de l'influence, il y en a une. Est-ce que c'est une interaction connue, une force connue? Est-ce que c'est une nouvelle loi en 1 sur R3, R4, R5? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la fréquence de l'évolution? Est-ce que ce sont des phénomènes chaotiques, etc. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de regarder. Alors, il n'y a pas d'indice. Là, c'est pas évident parce qu'il faudrait, si on avait une loi de ce type, il faut aussi, on ne peut pas se limiter à 10 luminaires. Là, ben, les fréquences orbitales, des révolutions planétaires, c'est un effet très très faible, beaucoup plus faible que des choses beaucoup plus importantes comme les étoiles massives ou les supernovas. Et puis, si les phénomènes chaotiques sont importants, bien ça veut dire qu'on ne peut pas prédire. Donc, on ne peut pas trop invoquer que vous avez des phénomènes ici sensibles à l'influence. Alors, donc aucune conclusion ne peut reposer sur ces choses-là. Alors, on n'a pas de cadre théorique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de cadre théorique qu'on doit nier un phénomène. Ça arrive très souvent en science. Vous avez parfois aucune explication théorique à un phénomène. Alors, quand vous n'avez pas de cadre théorique, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de regarder si le phénomène existe statistiquement. Ça, c'est une façon de faire. Avant même de commencer à comprendre la théorie. Mais là, il faut faire extrêmement attention. C'est très très difficile d'utiliser les statistiques. On dit souvent que c'est comme les mini-jupes, hein, ça en montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. Encore faut-il savoir s'en servir de cette statistique. Alors, on fait, etc. Donc on fait la réalisation d'une expérience. Voilà, une probabilité importante pour qu'un événement ait lieu, une probabilité très faible pour qu'il ait lieu ici, et là, vous avez pratiquement aucune chance pour qu'un phénomène qui va se produire ici se produise là. C'est ce qu'on appelle la distribution gaussienne. Alors, si vous êtes devant, vous faites plusieurs réalisations, et puis vous voyez que les résultats qui sont dus au hasard se répartissent comme ça selon cette distribution. Et vous pouvez tester si votre phénomène est lié au hasard total, auquel vous avez ce type de répartition, ou au contraire, si ça s'écarte de cette distribution, alors vous direz, tiens, il se passe quelque chose et vous pouvez tester la probabilité. Alors, je vais donner un exemple. Là, par exemple, si vous avez les résultats qui tombent ici, à l'intérieur de cette cloche, rien de spécial. Si par contre, vos résultats tombent ici, alors là, alors que vous attendiez que ça tombe en général ici, si systématiquement ça tombe là, ça veut dire qu'il y a peut-être une voie, quelque chose qu'il faut creuser. Voilà.
Alors je prends un exemple, on va supposer qu'on va tester 14 400 mariages. Les mariages, on va tester les mariages entre les concerts et les lions, les concerts et les concerts, les vierges avec les... Voilà. Vous testez tout ça, vous regardez les gens, ils ont des signes différents, aléatoires, en général, c'est assez bien réparti. Et puis vous voyez quand les gens se marient, quel est le signe de chacun. Vous voyez s'il y a une tendance pour que les concerts soient toujours avec les concerts, ou les concerts soient plutôt avec les vierges, etc. Vous faites une étude statistique. Voilà ce qu'on fait quand on n'a pas de théorie. On essaie de voir si au moins il y a quelque chose. Donc si on fait cette expérience, supposez que vous le faites, vous regardez... Ah, il manque quelque chose là. Et vous voyez par exemple un exemple, on fait ce test et on s'aperçoit que là, incroyable, il y a quelque chose qui sort du... C'est à peu près réparti uniformément. Autant de chances d'avoir autant de personnes dans ce couple-là ici. Mais là, vous avez quelque chose qui sort. C'est concert et poisson. 184 concert poisson, c'est plus que ce que vous attendez. Et si vous faites un graphique, la distribution, oui, quelque chose qui sort comme ça. Non, il sort là, pardon. Ici. Il sort là beaucoup plus loin que la distribution gaussienne que l'on attendait. Ah, mais ça c'est... Alors là, quand même, on commence à s'inquiéter. On se dit, il se passe quelque chose. Et quand vous regardez le pic, là, c'est un pic à 4 sigma, c'est-à-dire, ici, vous avez aucune probabilité, qui est très très faible, pour avoir ces 184 mariages pour les concepts possibles. Alors, si vous aviez la probabilité d'avoir un pic comme ça, par hasard, si vous faites le calcul, vous trouverez que c'est 0,003%. Or, vous l'avez. Donc, vous allez en déduire que c'est un vrai effet. L'astrologie, elle joue. Donc, les concerts ont envie de se marier avec des poissons, en général. Oui, d'accord, quand on dit ça, on croit avoir trouvé une loi. Mais d'abord, on ne l'avait pas prévue initialement. Elle est tombée comme ça, par hasard. Justement, si je puis m'exprimer. Donc, vous ignorez complètement tous les cas qui ne fonctionnent pas. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait 144 appareillages possibles. 12 par 12. Et donc, ça veut dire que cette probabilité-là, il faut la multiplier par 144. Donc, elle n'est plus que, si vous multipliez ceci par 144, vous aviez 0,5% de chance pour que ça arrive, ce qui est déjà différent. Très, très différent. Et en plus, si vous refaites ce test 20 fois de suite, alors vous pouvez montrer que vous avez 10% de chance pour que ce phénomène apparaisse. Voilà. Donc ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Mais si on ne fait pas ce travail d'analyse des statistiques, si on le prend comme ça à l'état brut, on pourrait croire, ça y est, tout de suite, c'est ce que font en général les astrologues, les gens qui manipulent mal les statistiques, ça y est, on a trouvé quelque chose, on appelle ça une corrélation. Donc il y a 3 conditions fondamentales pour valider un test statistique, et ça c'est très important. Je voudrais que vous soyez attentifs à ça. D'abord, il faut définir a priori le protocole expérimental, avant l'expérience. Voilà. Il ne faut pas chercher systématiquement des corrélations, vous en trouverez toujours une. Mais il faut déjà, il faut dire, par exemple, si vous êtes capable de dire, moi je pense qu'il y a une forte chance qu'il y ait plus de cancers et de poissons qui se marient ensemble, trouviez cela après, là d'accord. Il faut faire une prédiction. Si vous ne la faites pas, vous allez trouver quelque chose quelque part, forcément. Donc vérifier l'aspect significatif des résultats obtenus, ça c'est normal. Mais surtout, publier tous les résultats et ne pas ignorer les corrélations qui ne sont pas là. En particulier, tous les couples qui effectivement ne montrent rien de spécial. Voilà. Donc en général, 1 et 3 ne sont jamais respectés, vous savez très bien. C'est quelque chose de classique. Un astrologue vous dira toujours, moi j'ai prévu ça, mais pas tous les cas qui étaient prévus aussi, qui ne sont jamais arrivés. Et dans notre amnésie collective, c'est ce qui se passe. On ne retient que les choses qui ont l'air de coller à une prédiction et pas le reste. Voilà. Donc 1 et 3 ne sont jamais respectés. Et il y a eu une exception, en général, dans les études statistiques, c'est une exception. Il fallait trouver que l'astrologue devait essayer de trouver un profil psychologique, et
et même l'individu, le psychiatre aussi, et ça a été extrêmement intéressant et ça n'a absolument rien donné en faveur de l'astrologie. C'est la seule étude qui a été faite. Alors, la science ne fonctionne pas comme ça, hein. Ça fonctionne par induction-déduction. Hein. Je vais passer là-dessus parce que vous connaissez sûrement, tirer des conclusions générales à partir d'observations. Ensuite, hein, vous faites des expériences particulières, et vous essayez toujours de tourner, de boucler quelques observations, conclusions générales, de nouvelles observations, on raffine les conclusions générales, etc. Donc vous avez besoin d'une théorie, il faut une théorie. Ensuite, vous définissez, grâce à cette théorie, des expériences, vous obtenez ces expériences avec des faits d'observation, vous nourrissez la théorie, et ainsi de suite. C'est un cycle permanent. C'est quelque chose qu'on ne retrouve évidemment pas dans la pratique astrologique, et même d'ailleurs dans le ressenti des gens. La plupart des gens qui se achètent régulièrement les prédictions de Madame Tessier sans même prendre la peine de regarder le livre qu'elle a publié l'année d'avant pour voir s'il y avait ou pas, enfin, quelle était la proportion des prédicats qui avaient été vérifiés. Quelque chose de très, très classique. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous le conseille, très intéressant. Où il dit d'ailleurs, le véritable but de la méthode scientifique est d'être sûr que l'on ne s'imagine pas connaître ce qu'on fait, on ignore. Je vous conseille ce livre, c'est passionnant, c'est un livre qui est paru dans les années 70 à peu près. Voilà. Alors, donc, c'est pas du tout le cas de la pratique astrologique, qui est déductive, évidemment, et qui ne remet jamais son postulat de base, mais qui surtout jouit d'un grand nombre de paramètres pour interpréter un individu. C'est ce qu'on appelle la polysémie. Vous avez d'ailleurs, par exemple pour Saturne, Saturne c'est un astre qui bouge très très lentement, donc il y a un fait d'observation là. Comme c'est un astre qui bouge très lentement, les anciens s'étaient dit, il représente finalement la sagesse. Il représente un dieu qui symbolise la sagesse et qui symbolise aussi le temps qui passe. Et donc, qui symbolise effectivement le retour des générations. C'est 25 ans. Entre 25 et 29 ans, le retour de Saturne au même point dans le ciel. Donc c'est vrai, ça évolue très peu, même au cours d'une vie. La position de Saturne ne nous influence pas tellement. Le changement de position de Saturne ne change pas tellement le cours de nos vies. Donc ça a une importance particulière. Mais en même temps, Saturne, c'est aussi l'imbécile, celui qui va lentement, celui qui c'est celui qui n'est pas très intelligent, qui a à la fois la sagesse et l'imbécile. Donc selon que vous utilisez l'un ou l'autre des termes dans votre grille de lecture, vous pouvez retenir effectivement entre deux horoscopes identiques des interprétations différentes d'un astrologue à l'autre. Vous n'avez pas du tout un terme d'interprétation, mode d'interprétation identique. Voilà. Alors, ça c'est ce vaste domaine donc d'application est permis par l'astrologie dans la mesure justement vous avez introduit l'homme, c'est une boîte noire dans laquelle vous mettez l'homme d'un côté, et donc si vous secouez, vous aurez l'homme de l'autre côté. Et vous avez toute une série de prédictions diagnostiques qui sont relativement qualitatives, mais surtout qui sont très très floues. Il y a toujours une possibilité de justifier une erreur, de justifier que ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai jamais entendu ni vu un astrologue admettre qui s'était trompé. Il y a toujours un moyen d'expliquer que les choses se sont passées autrement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, mais il y a beaucoup de rétro-action, de rétro-prédiction en astrologie. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas réfutable. La notion de réfutabilité est une notion très importante en science. C'est la possibilité, lorsque l'on fait une théorie scientifique, d'être capable d'inventer un mécanisme pour dénoncer, pour combattre, pour réfuter cette théorie. Et ça, c'est une méthode qui s'est manifestée extrêmement comme étant très utile et permettant à la science d'avancer très très vite, ce qui n'est pas absolument pas le cas de l'astrologie. Voilà.
Alors, quel est le dernier point? Pourquoi l'astrologie est-elle aussi, bien que le rôle de la science et de l'astrologie est très différent, on le sait, ce qui est étonnant, c'est le succès de l'astrologie aujourd'hui. Pourquoi est-elle aussi vivace? Tout en ayant évacué la pensée magique, bien que la science ait abandonné la spéculation métaphysique, voilà, ça c'est la science, eh bien, elle a aussi, malgré tout, même si elle a mené une analyse critique de ses outils, il y a aussi, évidemment, l'aspect noir de la science, l'aspect négatif, et ça c'est quelque chose qui a été responsable d'une ce qu'on appelle une perte de sens, qui a été soulignée par le sociologue Max Weber, qu'on a nommé désenchantement de la science, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce phénomène, on le constate tous les jours, que ce soit à propos des OGM, que ce soit à propos du nucléaire, que ce soit à propos de la pollution, que ce soit à propos de l'environnement. Les retombées technologiques de la science, non pas la science en tant que mode de connaissance, posent problème à la pensée scientifique elle-même. Et là, il y a évidemment la porte ouverte à toute une série de contre-courants qui dénoncent de contre-courants parascientifiques, des pseudosciences. Et ça a toujours été vrai. À chaque fois que la science s'est développée et a fonctionné de manière assez positive, eh bien, il y a toujours eu une sorte de pensée périphérique visant justement à dénoncer, à mettre à mal cette position dominante de la science. Ce relativisme-là, je parle, c'est le relativisme post-moderne, et qui, vous avez vu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le problème, j'ai essayé de parler des Bogdanov ce soir, peut-être, on a eu un problème, une difficulté il n'y a pas très longtemps, un collègue qui a été mis en cause dans sa pensée scientifique même, parce qu'il a montré que la position de journalistes pseudo-scientifiques, en l'occurrence les Bogdanov, ne correspondait pas à la manière scientifique et rigoureuse de penser la cosmologie aujourd'hui. Eh bien, ils ont été quand même condamnés devant un tribunal, tout simplement parce que les méthodes de la science n'ont pas pu s'exprimer et être invoquées devant le prétoire de manière correcte. Et là, on voit bien que dans ce cas-là, eh bien, la pensée scientifique est comparable à toute autre opinion. Toutes les opinions se valent. Donc les phénomènes sont traités avec une posture qui est une affaire d'opinion, et non pas une affaire d'expert. Ça, c'est la situation aujourd'hui à laquelle on assiste. Le relativisme dit postmoderne. Voilà. Et le problème de l'astrologie, évidemment, et je crois que ça c'est la faille dans laquelle l'astrologie s'engouffre, hein, c'est de se présenter sous une apparence rationnelle, pseudo-rationnelle, l'utilisation des ordinateurs, l'utilisation de techniques de plus en plus précises et sophistiquées, voilà, éphémérides en particulier, c'est nous qui leur fournissons les éphémérides, ça existe, ils sont publiés dans la nature évidemment. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très problématique parce que c'est une technique, c'est vrai, mais une technique ne font pas de science. On peut faire des choses très compliquées, complètement fausses. Voilà. Donc, ce n'est que, voilà, c'est un paradoxe de plus et extrêmement difficile pour le public de comprendre, de voir en quoi cette astrologie apparaît comme ça techniquement complexe. On a un peu une sorte de position dominante et surprenante, parce qu'on est astrologue, on a l'air de savoir. Hein, le patient vient consulter avec humilité, avec une attente, avec une demande, et l'autre a une position de sachant. Donc c'est difficile, et c'est difficile de savoir ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Voilà. Je crois que je vais donc m'arrêter là pour ce soir, et puis vous laisser poser les questions que vous voulez.
comprenez je vois que la conclusion est plutôt pessimiste pour la science. Ah oui, oui, oui. Non, je crois qu'en ce moment... Je suis un peu surpris. Oui. Non, non, du tout. Je crois qu'on est dans une position où la science, effectivement, est très remise en cause pour beaucoup de... Elle est malmenée. Bon, ça veut dire qu'on se réveille un peu, on discute, on explique, et aussi qu'on prenne nos responsabilités dans certains cas, parce que il est clair que dans certaines applications, dans certains cas, les applications scientifiques peuvent poser des problèmes à la société. C'est pas parce qu'on sait faire qu'on doit faire les choses. Il y a des tas d'exemples. En biologie, vous avez eu l'exemple de la fécondation in vitro qui a été développée par Jacques Testard, biologiste, un ministère très connu, renommé, et tout en ayant été le père de cette invention, il a été aussi le premier à renoncer au développement technique qui impliquait cette découverte. Donc, vous voyez, là, il y a la responsabilité du scientifique qui devient une responsabilité en tant qu'homme social. Est-ce que vous avez des questions, peut-être avant de démarrer? Moi, j'en ai une. J'ai quelque chose que j'ai pas compris. Les maisons, c'est les signes, c'est les signes? Non, c'est pas ça. Les maisons, c'est oui, je ne connais rien en astrologie, je m'excuse. En ce moment même... C'est quoi les maisons? En ce moment même, là, vous êtes ici, oui. Vous avez l'horizon qui est vous avez l'ascendant qui commence à l'est, et ici vous avez le descendant, vous avez au-dessus de vous 180 degrés. Oui. Alors, il y a une représentation qui divise ces 180 degrés en 6, 6 fois 30. D'accord? C'est ce qu'on appelle ça les maisons. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié au lieu géographique. Ah, d'accord. Voilà. Alors que le zodiaque, lui, il se balade avec une petite, avec des 26 degrés d'orientation. Vous avez une question? Oui, alors j'avais deux choses. Une petite anecdote sur la différence entre science et fausse science. J'ai un souvenir, il y a déjà très longtemps, d'une conférence à la SAF d'ailleurs, où quelqu'un avait expliqué une théorie habituelle sur l'origine de l'univers. Puis il y a quelqu'un qui avait demandé à la fin ce que vous nous avez... ce que vous nous avez dit, là, c'est pas du tout ce que j'ai lu dans tel article de telle personne. Et il y a un astronome qui dit que ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, le conférencier avait dit, ce que je vous ai expliqué, c'est ce que la plupart des astronomes admettent, mais il y a effectivement certaines choses qui ne sont pas résolues, il y a des gens qui ont d'autres théories, on pense que c'est nous qui avons raison plutôt qu'eux, mais le débat peut exister. Ça, c'était en astronomie. Et puis, quand on parle à des astrologues, par exemple, leur disant, dites donc, vous dites qu'il va se passer tel truc, il y en a un autre qui dit exactement le contraire. Alors, la réponse, c'est une phrase magique. Vous êtes tombé sur un des trop nombreux charlatans qui déshonorent notre belle profession. Et quand j'entends cette phrase-là, maintenant que ce soit en numérologie, en n'importe quoi logie, je sais qu'il n'y a pas besoin d'écouter la suite, on sait qu'on est dans les sciences bidons. C'est un truc que je recommande. Si vous entendez cette phrase-là, voilà, le problème est réglé. Alors la question, pour revenir justement aux objections à faire aux astrologues, la science en général produit des découvertes, évolue, et par exemple, les astronomes, par leurs calculs, ont découvert, d'abord par hasard pour Uranus, et ensuite par des calculs, ont découvert Neptune et beaucoup d'autres choses. Que je sache, les astrologues n'ont jamais rien découvert par eux-mêmes, et si vraiment Uranus, Neptune et autres devaient influencer les gens, depuis le temps qu'ils étudiaient ça, ils auraient dû trouver des corrélations tous les 84 ans et tout, en disant, il y a une planète qu'on n'a pas vue parce qu'on est myope, mais un jour vous la trouverez. Or, ça ne sert. Alors vous avez des astrologues, effectivement, qui essayent à tout prix de faire de la recherche dite scientifique, en essayant d'abord de s'excuser, en disant après tout, oui, il y a des imprécisions, on ne faisait pas des prédictions il y a 3 siècles aussi précises que celles que nous faisons aujourd'hui, puisqu'on a introduit ces planètes supplémentaires. Bon, vous aussi, scientifiques, vous avez des phénomènes que vous ne pouviez pas anticiper. Voilà, on est dans la même situation de confrérie que vous. Voilà, ça c'est certains arguments. Et puis, il y en a d'autres que ça ne m'intéresse pas, ils s'en moquent, se disent après tout, ce qui leur importe, c'est d'avoir suffisamment de signes représentés par ces planètes
et qui sont des marqueurs caractéristiques de l'individu. Ça leur permet de vous parler, de vous. Moi, j'ai souvenir quand même, en ayant consulté comme ça, c'est ce qui se passe. Et l'astrologue a quelques... C'est une grille de lecture, finalement. Elle commence à parler de vous à partir de cette espèce d'instantané qui est votre grille d'horoscope au moment de votre naissance. Puis après, ça permet de commencer. Alors ensuite, vous allez corriger. Vous dites, bon, je ne suis pas d'accord. Oui, mais bon, puis on commence à élaborer. Et petit à petit, l'astrologue commence à vous connaître, commence à savoir de qui elle parle. Et là, évidemment, vous avez une oreille attentive, vous êtes dans l'attente croyante, même si vous faites attention, ça vous prend d'une manière très subjective. Voilà. Donc vous avez toute une école astrologique qui ne s'intéresse pas tellement, qui ne s'intéresse pas du tout au ciel. C'est pas leur problème. Effectivement, ils ne font pas de découvertes, ils n'ont pas envie d'en faire. Moi, je suggère d'ailleurs que ces gens-là prennent une sorte de roulette, c'est comme la roulette, là, ils mettent autant de billes de couleur qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Au centre, le geste, c'est le natif, si vous voulez voir. Qu'on fait tourner, puis ça va se mettre dans toutes les petites billes qui représentent d'ailleurs le zodiaque. Vous pouvez mettre les 12 signes que vous voulez, et puis vous faites la même chose. Ça serait pareil, ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose, finalement. Et d'ailleurs, certains astrologues vont bien. Mais ça bon, là, il faut vraiment les pousser à leur retranchement pour aller jusque-là. Parce qu'ils ont quand même besoin de cette espèce de... Je crois que pour eux, c'est important d'imaginer quand même qu'il y a cette relation. On est connecté, vous savez, c'est le terme magique. On est connecté au cosmos. Mais vous savez, les scientifiques, il y a des scientifiques qui ont quand même un discours qui rejoint cela. Le principe anthropique dit quand même que l'homme est l'aboutissement d'un dessin, on ne prononce pas le mot de dessin intelligent, mais en gros, voilà, d'où ça vient. Quel est ce lien? C'est un processus, c'est une loi cosmique naturelle qui a commencé avec le Big Bang et est terminée à l'homme. Et quand on explique à ces gens-là que si on remonte 4 milliards d'années en arrière, on garde les mêmes conditions et on recommence l'histoire, on n'arrive pas forcément à l'homme tel qu'il est d'aujourd'hui. Parce que ce sont des processus, ce ne sont pas des lois. Donc les processus peuvent dévier, vous savez, c'est ce que Jacques Lascar a démontré. Que même les prédictions du système solaire à 100 millions d'années, on ne peut plus les faire. Donc si vous reprenez, vous faites 2 fois le même jeu, vous aurez 2 réalisations différentes, complètement différentes. Donc il n'y a pas de loi. La notion même de loi n'existe pas. Ce sont des processus, des lois microscopiques, peut-être locales, c'est tout. Oui, simplement, je me demande si, ayant affaire à une croyance, comme l'astrologie, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de la combattre? Parce qu'on voit bien la faiblesse des arguments qu'on peut avoir quand on est face à une croyance. Absolument. Il y a eu par exemple des tests où on a donné à plusieurs centaines de personnes un même, sans leur dire évidemment, un même thème astral, qui était censé décrire leur caractère, etc. Et la plupart de ces personnes se sont évidemment reconnues dans ce thème astral, alors qu'il était identique pour tous. Moi-même, en ayant lu ce thème astral, et étant hermétique à tout ça, on ne peut pas s'empêcher, je crois que ça fait partie de la nature humaine, de faire des corrélations, en fait. Et ces thèmes astraux sont écrits de façon tellement vague qu'effectivement, l'esprit humain tel qu'il est conçu, et même en ayant la connaissance de connaître ces processus, l'esprit humain a tendance à capter tout ce qu'il va considérer comme se rapprochant de lui, et effectivement évaluer tout le reste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu, excusez-moi, je prolonge ce que vous dites. Il y a eu d'ailleurs une collègue qui est directeur de la chaîne sur la RTBF, d'une émission qui s'appelle Matière Grise, c'est une émission en Belgique. On avait fait un sujet sur l'astrologie. Il avait, dans ce sujet-là, il avait fait une expérience en amphithéâtre où on voit l'expérience. C'est passionnant. Il y a près de 200 personnes. On distribue effectivement les mêmes thèmes à tout le monde et les gens répondent et se reconnaissent. On leur demande, on pose ce que vous reconnaissez, etc. Et donc, quand on donne les résultats, on voit la tête des gens.
on voit la tête des gens. Ça c'est filmé, bon, ça a été fait, ça a été montré. Donc je pense que ces gens-là qui vivent quand même cette expérience en déduisent quelque chose. Alors, je pense peut-être pas tous, mais certains quand même, objectivement, ils étaient très 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 surpris. Alors effectivement, on peut ensuite démontrer que la méthode scientifique, c'est une démarche bien particulière, qui fait des prédictions, que ces prédictions doivent être vérifiées, testées, qu'ensuite on doit revoir la théorie, elle émet ses prédictions, etc. Mais ça n'a pas d'influence sur le grand public, malheureusement. Non, ça n'a pas d'influence immédiate, en tout cas, mais ça veut dire que bon, vous avez toujours des gens qui sont un petit peu à la limite, hein, qui ont besoin d'informations et qui ont besoin de savoir, et que ça réconforte, et que ça réassure, et que ça permet effectivement de construire une pensée. Et ces gens-là, quand même, ils sont nombreux. Évidemment, si vous tombez sur des gens qui sont complètement réfractaires à toute forme de pensée rationnelle et qui veulent absolument, qui ont ce besoin de croire, parce qu'ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'incertitude, ils sont, voilà, c'est quelque chose de rassurant quand même. À la fois, parce qu'on va vous dire ce que ça va être demain, ça peut être inquiétant, mais ça peut être aussi rassurant. Vous avez ces gens-là, vous pouvez rien faire. Et d'ailleurs, il faut dire, c'est que, effectivement, l'astrologue peut être quelqu'un de malveillant, parce qu'il peut induire un comportement, et il peut induire, comme d'ailleurs certains psychologues, certains psychiatres peuvent aussi avoir ce rôle s'ils sont malhonnêtes ou ils sont mauvais professionnels. C'est la même chose. Mais c'est pire dans le cas d'astrologie, parce qu'en cas d'astrologie, il n'y a pas du tout de préparation, ni de savoir-faire à ce niveau-là. Donc vous avez des astrologues qui ont effectivement émis des prédictions qu'on appelle prédictions réalisantes, parce que ces prédictions se sont réalisées. Parce que les gens se sont comportés, justement, ils ont mis un pied devant l'autre jusqu'à ce que cette prédiction se réalise. Donc ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, parce que vous êtes dans une aliénation totale, complète. Alors c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est ça qu'il faut absolument dénoncer. Parce que, par ailleurs, quelle différence il y a entre cette croyance qu'il y a un effet et la croyance qu'un chrétien aura dans la transformation du sang en transsubstantiation. Est-ce que vous tournez en dérision? Est-ce qu'on respecte cette croyance ou est-ce qu'on ne la respecte pas? Hein, vous voyez où on peut aller. Alors, pourquoi, d'un côté, on fait une conférence pour expliquer que l'astrologue c'est n'importe quoi, et on ne fait pas une conférence pour expliquer que moi, l'astronome, j'estime que finalement, bon, Jésus-Christ, voilà, ça n'a aucun sens. Il y a quand même une différence entre les deux. Et la différence vient, l'imposture vient du fait que dans le cas d'astrologie, on s'appuie sur une connaissance pseudo-rationnelle, on passe de l'objet au sujet. On utilise les astres, on fait croire qu'on a une méthode scientifique et technique sophistiquée pour dire des choses qui sont effectivement, qui reposent sur des fondements établis. Voilà, c'est ça la grande différence. Question ici. Oui, alors on va remonter un peu dans le temps cette fois, et je voudrais un peu savoir ce que l'homme a façonné à dessiner ces signes. Au niveau de la navigation, est-ce que ça n'a pas servi pour des outils de navigation, d'orientation au début? Bien sûr. Seulement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ça, je ne saurais pas. Personne ne peut savoir comment les hommes constitués se sont repérés dans le ciel il y a 6000 ans, parce que c'est très vieux, hein, les constellations, on les retrouve il y a déjà 4000 ou 6000 ans chez les Babyloniens. Donc, c'est la poule et l'œuf, qu'est-ce qui a commencé? Mais je pense que de tout temps, les hommes, dans toutes les cultures, ont repéré, ont été intrigués. Il y a d'ailleurs des constellations qu'on retrouve dans des cultures très différentes, ils ne se sont jamais rencontrés. La grande ours, on la retrouve partout. Les 7 sages, les 7 bœufs, la grande ouche, etc. Bon, l'étoile polaire, évidemment, Sirius dans d'autres cultures. Donc c'est vrai qu'il y a des constantes, il y a des repérages comme ça. Et c'est vrai que ça servait aux navigateurs, ça servait aux... Oui, bien sûr. Mais ça c'est le côté stable, repérable, utilitaire. Mais ce qui a intrigué, ça c'est l'ordre rassurant. Ce qui n'est pas rassurant, c'est tout ce qui vient déranger cet ordonnancement. Et les planètes en font partie. Parce que les planètes sont des astres, c'est pour ça qu'on les a appelés astres errants, ce sont des astres qui se déplacent. Mettez-vous à la place des anciens. Mettez-vous à la place de ces gens qui ne savaient pas à quelle distance ces astres se trouvaient.
quelle était leur dimension, quelle était leur nature, est-ce que c'était chaud, froid, loin, pas loin, c'est des choses qui se déplacent comme ça lentement. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Je crois que c'est inévitable d'imaginer qu'il y a une, voilà. Le ciel dit peu de choses. C'est terriblement codé de voir ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Tous les soirs, comme ça, dans quelque chose Jupiter qui bouge un peu, nuit après nuit. En plus, les anciens avaient une connaissance parfaite du ciel. Ils voyaient bien ces transformations, ils consignaient tout cela. Donc moi, je crois que c'est inévitable de vouloir quand même s'accrocher. Et comme on est au centre, hein, on donne l'impression d'être au centre, donc ça nous concerne. Donc c'est à nous que ça s'adresse. C'est pour ça que l'homme, dans cette espèce de miroir, c'est lui qui l'a toujours regardé finalement dans le ciel. Et donc la lecture qu'il a faite du ciel, c'est une lecture de son propre destin. Il y a projeté ses fantasmes, ses rêves. C'est inévitable ça. Il faut attendre la Renaissance pour qu'on s'intéresse non plus à nos propres fantasmes, mais à ces objets-là pour ce qu'ils sont. Leur distance, leur masse, leur formation, c'est autre chose. On passe à un autre monde. Ici, une autre question, allez-y. Oui, parce que je suis ni astronome ni astrologue. J'ai encore en tête une émission de télévision où des astrologues, très sur deux, mettaient en relation des conjonctions astrales qui, de manière infaillible, généraient des événements. Mais enfin, c'était des événements qui s'étaient réalisés. Alors, ils étaient donc très sur deux et ils mettaient en évidence le fait que la puissance déterminante de ces conjonctions. Imparable et infaillible. Et alors, il y a un événement, en parallèle à ça, en contrepoint, il y a un événement sur lequel j'ai réfléchi un peu, c'est l'événement du 11 septembre, qui est un événement que je qualifierais d'une très grande puissance, et surtout un événement très ponctuel dans l'espace, et très ponctuel dans le temps. Or, cet événement, théoriquement en astrologie, demandait la mise en fonction de puissances énormes. En réalité, ni 6 ans avant, ni 6 mois avant, ni 6 semaines avant, ni 6 minutes avant, ni 6 secondes avant, que je sache, aucun astrologue n'a prévu le coup. Non, c'est vrai. En dépit de leur grande théorie émise quand il s'agit d'événements a posteriori. C'est vrai. Tout le monde est resté dans le mutisme total. Et lorsqu'ils se hasardent à le faire, souvent ils se trompent. Je pense que c'est Paco Rabanne, c'est ça? Oui, avec la station C'est Mir. Paco Rabanne avec la station Mir en 1999. Voilà. Mais il faut être juste, il avait promis que si ça ne se réalisait pas, il fermerait sa gueule. Et il l'a vraiment fait. Voilà, il l'a fait. Mais moi, j'ai le souvenir d'un débat que j'ai eu avec Madame Tessier, juste le jour de la mort de François Mitterrand. C'était à Ciel-Montmarty, et le plateau était divisé en deux. D'un côté, les astrologues, et de l'autre côté, les scientifiques. Il y avait José Arthur, qui n'était pas scientifique, qui était quelqu'un de très laïque et anti ces machins-là. Il y avait François Birot, que vous connaissez, astronome à l'observatoire de Meudon. J'étais là, et puis il y avait deux autres personnes, je ne sais plus qui c'était. Mais enfin, on était des opposés. Voilà. Et il y avait Madame Tessier. Et alors, c'était de Chavannes, c'était celui qui animait. Et il avait préparé un petit sujet sur les prédictions de Madame Tessier. Donc, la mort de Mitterrand, c'est 96 Janvier 96. Ça devait être le 8. Hein? Ouais, c'était un 8 janvier, c'était un mardi. C'était Ciel-Montmarty, c'est le 8 janvier. Et alors, donc, il avait préparé un petit sujet sur les prédictions de Madame Tessier en 1995. Voilà. Évidemment, il expliquait, alors ce sujet expliquait, oui, j'ai prévu ça, oh, c'est pas passé, ça non plus. C'était terrible, c'était accablant, finalement, elle n'avait rien prévu, tout ce qu'elle fait, elle dit, c'est pas passé. Et en particulier, la trithérapie. Non, pas la trithérapie, le vaccin anti-sida. Une des choses qu'elle prédisait, c'était que 95 verrait le vaccin contre le sida. Et là, elle se défend. Elle se défendait surtout, oui, mais non. Alors vous, mais quand même, madame, vous avez parlé du vaccin sida. En plus,
de Chavannes. Bon. Et alors, elle dit ah oui, non, mais il n'y a pas oui, mais il y a la trithérapie. Et toujours comme ça. Je me souviens, là, j'avais vraiment vigoureusement protesté en disant là, vous ne pouvez pas confondre une trithérapie et un vaccin. Vous avez quand même des centaines de milliers de gens qui vous regardent, dont beaucoup sont peut-être séropositifs. Vous ne pouvez pas. Il faut respecter les gens qui vous regardent. Je me souviens qu'à l'époque, elle était très très mal à l'aise, que tout le monde avait repris, et elle m'en a toujours voulu. Et d'ailleurs, je dois cette intervention de ne plus pouvoir rencontrer Mme Tessier à chaque fois qu'elle sait que je suis invité aussi. Elle refuse d'y aller. On est tout à fait d'accord tous les deux pour ne jamais se rencontrer. Et moi, ça me va très bien. Enfin, voilà. Donc c'est ça. C'est effectivement, vous avez beaucoup de mal d'ailleurs à faire admettre à un astrologue que sa prédiction était, sauf dans le cas que vous citez, dans le cas de Pacora. Question ici. Oui, merci pour ces propos intéressants. Deux petits aspects là. Vous faites quand même à l'origine de la Nuit des Étoiles. Pourquoi, enfin, comment ces émissions, puis ces nuits ont permis quand même de faire passer un petit message, je crois. Et deuxième volet de ma question, l'Académie a donné quand même un doctorat à Elisabeth T et un doctorat à deux frères P. Donc, pourquoi l'Académie n'arrive pas à vraiment maîtriser les aspects, disons, les utilisations médiatiques de la science en général, alors que vos nuits des étoiles auraient dû le permettre? Non, mais moi, j'ai jamais pensé que la nuit des étoiles permettrait voilà, d'éradiquer la croyance de la pensée astrologique. Je pense que ça continuera tant que l'homme aura une angoisse sur son destin, son futur. Et d'ailleurs, l'astronomie ne répond pas du tout à ces questions-là. C'est en ça qu'il faut séparer. On n'a pas la prétention de vous expliquer ce qui va vous arriver demain. On est tous face à la mort, on est tous face aux mêmes questions vis-à-vis de l'au-delà. Dieu n'existe pas, la science n'a aucune réponse à donner. Franchement, elle ne sait pas répondre. On ne sait même pas pourquoi il y a un univers de que rien. La fameuse question de l'éclipse. On ne sait pas. Donc voilà. Or, ces questions sont là. Elles sont toujours là. Elles sont ontologiques. Elles sont liées à l'existence même. Donc voilà. Donc je crois quand même que c'est intéressant de faire connaître la science et la beauté de la nature pour ce qu'elle est. Maintenant que certains veulent y voir un architecte, d'autres pas. Après, jusqu'à maintenant, en tout cas, on ne peut pas en dire plus. Maintenant, en ce qui concerne, et c'est très bien, c'est très hygiénique de faire la différence entre les deux. Voilà. Il y a chez les scientifiques des gens qui sont profondément croyants, qui pratiquent, qui vont à la messe, j'en connais, d'autres qui sont musulmans, qui ne le disent pas, non pas parce qu'ils en ont honte, mais parce qu'ils font la distinction, une séparation très très précise entre les deux pratiques. Voilà. Et je pense que, voilà, pour moi, la nuit des étoiles, et pour tous ceux qui ont participé à cette aventure qui continue, c'est donner une liberté supplémentaire. Je pense que à chaque fois que l'on essaie de comprendre le monde, on s'empoisonne un peu la vie, parce que les choses, c'est le péché de la connaissance, hein, c'est Adam et Ève, c'est la pomme. C'est compliqué de vouloir savoir. Ça génère aussi des angoisses, mais ça donne, je trouve, in fine, une certaine liberté. Voilà. On ne résout pas les questions, on essaie de courir derrière un horizon qui se dérobe toujours, mais quel paysage on voit au passage. Voilà. Comme ça, je définirais l'aventure scientifique. Alors pourquoi, effectivement, à l'université, vous avez... Voilà. Attention, on est quand même en vidéo, on ne peut pas dire n'importe quoi, ça sera sur le net. Oui, voilà. oui. Non, je pense à notre ami qui a perdu son procès. Oui, Voilà. non, mais vous voulez que je dise que les Bogdanov disent un peu n'importe quoi scientifiquement. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils n'ont pas la stature qu'il faut pour effectivement défendre des points de vue scientifiques correctement. Voilà. Et je pense que là, il y a eu effectivement de la part des scientifiques qui ont accepté cette thèse un manquement, une faille de... je ne dirais pas que c'est déontologique, parce que je ne pense pas qu'ils ont été malhonnêtes, je pense qu'ils n'ont pas été précautionneux, ce qui est quand même différent. Et voilà, donc j'apporte ma contribution à ce débat, c'est pas du tout une insulte, c'est effectivement le propre des scientifiques de dire là vous avez tort. Et tant qu'on pourra faire ça, je pense que la science pourra continuer à évoluer, à se développer.
Moi, j'ai une question. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas plus d'arguments scientifiques contre l'astrologie, surtout si j'ai bien compris, en résumé, l'astrologie, c'est l'influence des astres sur les êtres humains, disons. Donc, il suffit de calculer l'influence gravitationnelle de Jupiter sur une femme qui est en train d'accoucher. Et on s'aperçoit que le médecin accoucheur est, je sais pas, 10 000 fois plus d'influence que Jupiter. Il y en a infrarouge, en Ça ne compte pas, ça? Je veux dire, c'est trop simple. Mais là, vous êtes dans un registre rationnel, mais c'est pas ça qui mobilise les Les gens. rayons gamma, l'influence des rayons gamma. Non, ça compte pas. Si, mais entre nous, on sera d'accord avec ça, mais ça n'importe rien. C'est mathématique, on fait des chiffres. Oui, mais les mathématiques n'épuisent pas tout. Bon, monsieur, il y a une question. Vous voyez bien que lorsque les astres se lèvent, lorsqu'un astre se lève à l'horizon, c'est quelque chose que vous pouvez combiner, enfin, ça appelle à votre propre naissance. Nous aussi, on est nés. Et puis, il y a un moment dans notre vie où on culminera, ce sera peut-être 30 ans, 20 ans, 50 ans, puis il y a un moment où on disparaîtra. Et puis, quand on sera en dessous, on sera mort. Donc, il y a une analogie qu'on peut faire de cette espèce de circulation-là. Et cette analogie, l'analogie, le symbolisme, c'est très important dans la vie des gens. C'est une importance, c'est tout. Tout ne se réduit pas à la science et à ce type de rationalité, c'est comme ça. En fait, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la grosse différence, c'est de combattre ce qui est subjectif par rapport à l'objectif de la vie. Et le subjectif, ça va être très très difficile à combattre, je crois qu'on ne pourra jamais le combattre. Et dans les études, Parce que là, d'ailleurs, de combattre, voilà. Et dans les études qui ont été nous faites, sommes faits d'émotions et de rationnel, les deux fonctionnent ensemble. et pour aller un peu plus loin, dans les études qui ont été faites entre ceux qui croyaient en l'astrologie et puis le niveau de connaissance ou milieu social, est-ce qu'il y a une étude de fait entre ceux qui croyaient en l'astrologie et les croyants, quelle que soit la religion? Ah, et les croyants. Les croyants. Croyances. Ma connaissance, je ne connais pas là d'études. Il y a rien de fait de l'autre côté là. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui n'ont pas été étudiées, parce qu'il n'y a peut-être pas d'enjeu, on ne sait rien. Mais le degré de croyance des scientifiques purs et durs, par exemple des chercheurs en sciences, en astronomie, en biologie, etc., le degré de croyance dans une religion, on sait peu de choses là-dessus. Il n'y a pas eu d'enquête très très formelle, il y a eu des discussions, des débats, voilà, mais des choses plus précises, je ne connais pas. Bon, j'ai montré un très beau graphique entre les signes et le mariage. Est-ce qu'il y en a eu un de fait entre les signes et les divorces? Non, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été faites à une époque. Ça avait été fait par un chercheur du CNRS qui s'appelait Gauquelin, qui s'appelait l'effet Mars. Il avait essayé de voir dans des catégories socioprofessionnelles s'il y avait un astre dominant, un signe dominant. Et il avait cru voir dans un échantillon qui était quand même assez pauvre, que statistiquement, les grands champions avaient Mars bien placé dans leur thème. Donc c'était l'effet Mars. L'effet Mars qui favorise. Donc voilà, vous naissez si Mars, alors, après, ça veut dire bien placé dans ce thème, Mars bien placé, qui culmine, hein, vous avez toutes les chances de devenir un Noah, voilà. La bête au chocolat? Ouais, c'est ça. Vous voyez, bon. Alors ça a été pendant longtemps, les astrologues se sont servis de ça. Regardez l'effet Gauquelin, c'est un scientifique. Regardez, vous voyez, ils ont montré. Madame Susan Brecht, qui était une pro-astrologie, qui a fait le précédent que c'est, ne vous trompez pas, hein. Pas celui-là, celui d'avant. Elle expliquait ça, elle expliquait que ça a été refait, et que les études montraient, prouvaient l'effet Mars. Pas du tout. Ça a été refait maintenant avec beaucoup de chiffres, beaucoup plus de... ça disparaît complètement. C'est normal. Si vous arrivez toujours à un moment donné, quand vous prenez des grands échantillons, avec des ordinateurs puissants, vous croisez tout, c'est croisable. Vous pouvez croiser, je sais pas, le diamètre des pneus de votre voiture avec le nombre de... Voilà. Vous allez trouver quelque chose, une corrélation. Une corrélation, ça veut dire qu'il y a pas forcément une cause et un effet. Ça peut être statistiquement improbable, puis ça sort quand même, ça ne sortira pas la fois d'après. Donc c'est ce qui s'est passé pour l'effet Mars. Ici, une question. Oui, en fait, à l'échelle d'une vie, on s'aperçoit qu'on est susceptible d'agir de plus en plus sur notre déroulement de vie. On peut jouer sur notre carrière. Bon nombre de médecins vous disent, regardez cette personne,
je lui aurais pas donné, il n'avait aucune chance qu'il s'en sorte, mais il avait un moral d'acier et s'en est sorti. Regardez les sportifs qui arrivent à faire des exploits parce qu'ils se sont motivés pour faire ce fait. Regardez même des gens gamins qui pensent être président de la République et qui arrivent. Bon. Alors, ceci dit, les astrologues, c'est une profession comme une autre, il faut gagner sa vie. Pour gagner sa vie, si on donne à quelqu'un le moyen d'atteindre un objectif, finalement, quelque part, on a réussi. Alors, c'est les astrologues qui sont peut-être aperçus qu'on pouvait agir sur le monde. Que si on avait le moral, un bon moral, on pouvait gagner facilement. Les médecins en parlent. On s'aperçoit maintenant, il y a encore quelques années, on disait mais votre vie est toute tracée, regardez la génétique, c'est dans les codes. Oui, et depuis quelque temps, on parle d'épigénétique. On voit qu'il suffit de modifier l'intellectuel, de modifier l'environnement pour que l'orientation soit différente, non seulement sur soi, mais sur les générations. Il y a des cas Oui, je vous suis tout à sur fait. 2 ou 3 générations. Mais rien ne prouve que vous avez... Donc finalement, cette notion de croyance, que ce soit n'importe quoi, que ce soit croire en sa bonne étoile, croire en sa volonté, etc., l'homme peut avancer. Alors, par contre, il y a une différence entre prévoir qu'un homme va s'améliorer ou va atteindre un objectif qu'on lui prédit, et puis prévoir un événement comme le 11 septembre, ou un tremblement de terre, etc. Là, c'est un peu plus... Oui, c'est ça. Mais alors, quand l'astrologue joue comme conseiller du prince, on voit quelle est sa fonction. C'est quelqu'un qui a besoin de rassurer l'inquiétude du solitaire. Pourquoi Mitterrand avait besoin de rencontrer Mme Tessier, en l'occurrence, de temps en temps? Elle était belle, peut-être. Ça, je ne sais pas, mais il n'y a pas que Mitterrand. Il y a Yann, bon. Alors là, on peut comprendre. Il y a la solitude de celui qui a à prendre des décisions seul. Bon. Il a simplement besoin d'entendre quelque chose. Je pense que ce n'est pas évident du tout, d'ailleurs, qui suivait. Mais il avait entendu une parole qui était une autre parole que celle de ses courtisans, de sa cour, et de voilà. Donc, alors le problème là-dedans, c'est que tous les astrologues ne sont pas bienveillants, et même quand ils sont bienveillants, peut-être qu'on devant se tromper. Des gens extrêmement malveillants, et puis en plus, vous avez des injonctions, vous avez là ce qu'on appelle les prédictions autoralisantes. Et c'est là que ça devient grave. Moi, j'ai connu une astrologue qui n'était pas du tout comme ça. Elle essayait, vraiment, elle était le plus honnête possible, mais c'est pas parce que vous êtes honnête, vous n'êtes pas maladroit, il ne faut pas être dangereux, hein, il faut quand même bien voir ça. Mais vous en avez qui sont quand même qui sont pervers, hein, qui ont envie d'avoir du pouvoir sur le patient, parce que le patient revient, il est addict, il ne fait rien sans avoir entendu l'astrologue. Vous allez dire, oui, mais c'est aussi le cas dans certaines psychothérapies, oui, mais aussi, bien sûr, des cas comme ça. Lui est à l'abri de rien. Mais dans le cas de l'astrologie, effectivement, on voit bien que là, vous avez quand même quelque chose que vous lisez et vous êtes en train de raconter à quelqu'un un certain nombre de préceptes, de prescriptions, et donc vous le mettez sur une voie. Alors, évidemment, si ça se fonde sur une sorte d'intuition, vous avez la personne, etc. Finalement, les étoiles, on les oublie, là. C'est simplement une grille de lecture, quelque chose qui permet, c'est un objet transactionnel, qui permet à quelqu'un de parler de vous, un peu comme le marc de café. Le marc de café, quand quelqu'un lit dans le marc de café, dans les lignes de la main, il se donne le droit de vous parler de vous parce que vous avez les lignes de la main et il prétend lire dans les lignes de la main. Donc vous vous prêtez à la chose, et donc du coup, vous avez une relation qui, sans ces lignes de la main, ne se serait pas instaurée. Et à partir de là, ça y est, c'est fini. Il se passe quelque chose. Alors après, tout dépend de la personne qui vous parle. Il peut être quelqu'un qui a repéré que vous êtes comme ceci, comme cela, et donc il va dire des choses qui vous sont peut-être assez justes, sommaires, mais justes. Et bien, c'est un peu ça qui peut se produire dans le cadre de la consultation astrologique, avec tous les risques, toutes les dérives et toutes les aliénations et les manipulations psychologiques, évidemment, qui peuvent aller avec. Qui vont souvent avec. Une dernière question, là. Oui, alors justement, à l'inverse de votre cher ami, j'ai il y a fort longtemps eu l'occasion d'entendre Elisabeth. J'avais eu l'occasion d'entendre à l'époque Madame Soleil, et le peu que j'avais entendu, j'avais remarqué quand quelqu'un disait voilà, je suis né tel jour, etc., je passe le bac demain, est-ce que je vais réussir? Elle disait pas oh, d'après les étoiles, c'est sûr que vous allez rater. Donc je me disais, si ça se trouve, elle n'y croit pas elle-même, et elle se sert uniquement de ce prétexte pour donner un conseil psychologique en disant écoutez, c'est pas facile, mais
si vous bossez bien, ça peut marcher. Et alors, sinon, pour le. C'est pas faux d'ailleurs, c'est rien de plus vrai que ça, quand on bosse bien, on peut y arriver. Oui, c'est ça. Et alors, pour la difficulté à faire admettre les objections à l'astrologie, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une amie anglaise avec qui je parlais de ça, et qui m'a dit qu'elle adorait lire ses horoscopes, etc., et que c'était tout à fait son caractère. Je dis oui, mais tu sais, en fait, avec la précession, c'est le signe d'à côté. Elle a réfléchi 3 secondes et elle m'a dit ah, mais ça marche encore mieux. Alors là, j'ai laissé tomber. Vous avez vu dans mon livre sur les mots du ciel, il y a toute une série de mots qui sont hérités de l'astrologie. Le mot considéré, le mot sidéré, le mot désastre, le mot influencé, essentiellement dû à pas que l'astrologie, mais aussi le mot flou en anglais, qui veut dire grippe. Ça vient de l'astrologie médicale. Le fait qu'on était persuadé que lorsque vous étiez malade, c'est parce que vous aviez une influence de l'étoile qui avait déréglé votre système, votre équilibre nerveux et mental. Donc il fallait regarder le ciel pour savoir ce qu'il fallait corriger et où ça se passait. C'est comme ça que fonctionnaient les médecins astrologues. Donc ça a eu quand même ça fait des ravages. Et il en reste des choses dans nos vocabulaires, évidemment, dans les mots que vous utilisez constamment. Bon, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On remercie beaucoup d'être. Il reste quelques bouquins pour ceux que ça intéresse. Sinon, je vous donne rendez-vous le 13 juin pour la soirée spéciale.